Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de KTO pour cette nouvelle édition de Face aux chrétiens avec La Croix, Radio Notre-Dame, RCF et KTO évidemment. Notre invité aujourd'hui est Philippe Bas. Bonjour Philippe Bas, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes sénateur UMP de la Manche, vous présidez au Sénat la commission des lois. Sous la présidence de Jacques Chirac, vous avez travaillé à l'Élysée, vous avez été le secrétaire général de l'Élysée, puis Jacques Chirac vous a nommé ministre de la Famille, donc vous êtes aujourd'hui sénateur UMP de la Manche. Vous serez interrogé dans cette édition par Laurent de Boissieu pour La Croix. Bonjour. Par Alain Baron pour Radio Notre-Dame. Bonjour. Et par Romain Mazneau pour RCF. Bonjour. Bonjour. Alors évidemment, cette émission est marquée profondément par le drame national que nous vivons, le drame de Charlie Hebdo. Nous allons essayer d'aller avec vous au-delà de l'émotion, d'analyser les enjeux de fond de ce drame que vit la communauté nationale en ce moment. Peut-être une toute première question, votre réaction personnelle, comment avez-vous vécu ce drame, Philippe Bas ? L'incrédulité, puis la sidération, l'indignation, la révolte, la peine, l'émotion pour chacune des personnes, pour ceux qui sont maintenant seuls, pour les orphelins, et puis aussi un sentiment de vide. De vide. Pour ces grands journalistes, dessinateurs qui étaient aussi des artistes et qui sont les compagnons de beaucoup de Français, parfois depuis leur jeunesse, c'est mon cas. Vous lisiez Charlie Hebdo, Philippe Bas ? Aussi. Ah, j'ai été enfant, jeune homme, le grand étudiant, vous a accompagné. Les personnages de Cabu, de Wolinski. À l'époque, il y avait d'autres dessinateurs disparus, comme Rézère. Oui, ils ont habité l'imagination, provoqué la réaction de nombreux Français. Et puis, il y a une dernière chose, le courage. Oui. Je n'avais pas mesuré ce qu'il fallait de courage, notamment à Charb, qui se savait menacé. Le directeur de la rédaction. Qui vivait sous la protection de la police en permanence. On ne mesure pas ce que c'est, du point de vue de sa vie personnelle, et qui faisait preuve d'un courage pour défendre ses convictions, défendre la liberté, défendre ce qui était pour lui l'essentiel. Au fond, c'était lui-même un combattant de la démocratie. Et il l'a payé de sa vie, et son garde du corps également. Et une première question vous est posée par Laurent de Boissieu pour La Croix. Vous êtes responsable politique, vous avez exercé de hautes responsabilités à l'Élysée en tant que secrétaire général, vous avez été ministre, vous êtes aujourd'hui président de la commission des lois du Sénat. Quelle doit être la réponse politique ? On parle d'union nationale. Que doivent faire les politiques, mais très concrètement, au-delà du mot union nationale, qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça peut vouloir dire ? Philippe Bas. On va parler des valeurs, mais la première des valeurs, c'est la vie. Oui. Je crois que c'est un attentat contre la vie qui s'est produit, avant tout. Et la première réponse, c'est la réponse de la cohésion des Français, ce n'est pas une affaire politique. Cohésion des Français, unité des Français, pour se mobiliser face au terrorisme qui prend des formes nouvelles. Ce n'est plus des organisations en réseau ramifiées avec une hiérarchie, des financements. Ce sont des groupes sectaires, violents, qui ont été formés à l'occasion des guerres du Proche et Moyen-Orient au maniement des armes, qui sont de plus en plus difficiles à trouver parce qu'ils ne sont pas en lien entre eux. Donc cohésion. Première réaction, que les Français soient bien conscients que la première des valeurs que nous devons défendre, c'est la vie, et que la première réaction, c'est donc la fermeté, l'intransigeance dans une lutte implacable contre le terrorisme dans laquelle il faut que, naturellement, les pouvoirs publics aient les moyens nécessaires. Romain Mazneau, RCF. François Hollande appelle à l'unité nationale. Concrètement, quelle forme doit prendre cette unité nationale ? Au-delà des manifestations qui vont avoir lieu, quelle forme ça doit prendre ? Philippe Bas. Vous voyez bien qu'il ne s'agit pas, à partir de cet événement, d'effacer le débat démocratique entre les forces politiques. Et quand on parle aujourd'hui d'unité nationale, c'est l'unité contre le terrorisme, c'est l'unité pour défendre les valeurs de la République, la liberté, la démocratie, la laïcité. Et c'est autour de ces valeurs que nous devons tous être rassemblés, parce que
Elles n'appartiennent à personne en particulier. Vous savez, quand dans mon département, dans les villes de Saint-Lô, Coutances, Avranches, Granville, devant les mairies, avec les maires revêtus de leur écharpe tricolore, des centaines de Français viennent, ils ne disent pas « je viens ». Parce que je suis UMP, je suis UDI, je suis PS. Ils disent « je viens parce que je suis français ». Et qu'il y a des choses qui dépassent toutes nos divisions. Et que nous voulons l'affirmer parce que la plus grande victoire qu'auraient ces groupuscules terroristes, 2 frères ici, mais c'était déjà le cas dans l'affaire Merouet, des petits groupes complètement éclatés, sans lien entre eux, eh bien, la plus grande victoire que nous leur donnerions serait de nous diviser sur la manière dont il faut réagir. Vous manifesterez vous-même dimanche, par exemple? Je suis décidé à manifester. Et je suis décidé à manifester sur la base d'un élan spontané de nos concitoyens. Au fond, vous savez, quand vous êtes un Français, parmi les autres Français, vous vous demandez « qu'est-ce que je peux faire, moi ?» Bien, faites ça déjà. Montrez que la barbarie ne passera pas. Donc vous appelez à manifester, Philippe. Bien sûr. Alain Baron, le chef de l'État a annoncé qu'il allait recevoir les représentants de toutes les formations politiques, y compris celles non représentées au Parlement, y compris bien sûr le Front National. Ça fait partie de l'Union nationale, tout ça, de cet appel à l'unité? Le président de la République fait bien ce qu'il doit faire. Il est le représentant de tous les Français. Le chef de l'État, c'est à lui, au premier rang, de défendre les valeurs qui nous sont communes. Et il ne peut pas, bien sûr, établir de frontières entre les Français au moment où il leur demande de se rassembler pour défendre les valeurs qu'ils ont en commun. Laurent de Boissieu-Lacroix. Concrètement, ça signifie que vous incluez à la fois le Front National et le Front de Gauche dans cette union nationale, dans cet élan des Français, dans ces manifestations. Vous pensez qu'ils doivent être présents également, ces forces politiques? Philippe Bas. Il ne faut pas de confusion, il ne faut pas d'amalgame. J'ai toujours dénoncé, avec Jacques Chirac, qui a eu son combat, lui aussi, contre les idées néfastes de refus de la différence, de haine de l'autre. Je ne veux pas avoir l'air de dire que toutes les idées se valent, mais tous les Français se valent. Et tous les Français doivent se rassembler. Alain Baron, Radio Notre-Dame. On l'a dit tout à l'heure, vous êtes président de la commission des lois du Sénat. Faut-il renforcer encore l'arsenal législatif contre le terrorisme? Est-ce qu'il est possible de faire plus encore? Philippe Bas. Ma première réaction n'est pas de dire que face à un tel événement, il faut modifier les lois. Souvenez-vous qu'au mois de décembre, le Sénat comme l'Assemblée nationale ont adopté une nouvelle loi justement pour faire face à ce type d'événement. Voilà. Cette loi est une bonne loi. Elle est suffisante? Je crois qu'elle est suffisante, parce que nous nous sommes posé toutes les questions. Nous n'avions pas cet événement sous les yeux. Vous saviez que ça mais pouvait c'était arriver. ce type d'événement que nous avions à l'esprit quand nous avons adopté la loi. Si nous, à la lumière de l'expérience dans les mois qui viennent et les années qui viennent, et pas seulement en fonction de cet événement-là, nous constatons qu'il nous manque quelque chose pour être plus efficace, alors nous serons disponibles pour étudier des évolutions. Mais nous avons aujourd'hui des dispositions qui nous permettent justement d'aller à la recherche de ces groupes, de faire plus attention et d'être plus efficace quand des individus vont sur des théâtres d'opérations terroristes à l'étranger pour qu'on puisse les repérer, les suivre, les neutraliser. Ces éléments ont été pris en compte, de même que la lutte sont là. sur la propagation des idées terroristes sur des sites internet. Tout ceci a été pris en compte. Je crois que maintenant, ces nouveaux défis qui tiennent au fait que ce sont des manifestations beaucoup plus isolées de terroristes. Et pourtant, des individus beaucoup mieux formés au maniement des armes, eh bien, ayant fait des déplacements à l'étranger, je crois que nous avons pris collectivement, la gauche, la droite, le gouvernement, le Sénat, l'Assemblée nationale, la dimension de cette nouveauté, qui est un véritable défi pour le ministre de l'Intérieur, pour la justice, pour les forces de l'ordre. Et j'attends, moi, que les mesures d'organisation déjà prises et les mesures législatives adoptées produisent leurs effets. Laurent de Boissieu-Lacroix. Concrètement, demain je pars en Syrie faire le djihad. Qu'est-ce que, à mon retour, je risque vraiment? Et quel est le suivi? Apparemment, il y a eu un défaut de suivi. Certaines personnes
on ne sait pas encore tout, mais a priori peut-être vous revenez de cette période d'opération, et pourtant ça n'a pas empêché revenir sur le territoire. de faire des actes terroristes, de se procurer des armes. Donc est-ce qu'il n'y a pas quand même un problème législatif qui demeure? Jusqu'à la loi, il n'y avait pas de possibilité d'utiliser une incrimination particulière permettant, après que vous ayez été mis en garde à vue par la police, de vous déférer à la justice pour vous juger, vous condamner, vous emprisonner. Je ne parle pas pour vous puisque vous avez dit je suis... mais aujourd'hui, c'est possible. Voilà, pour résumer. Alors, c'est ça qui est très important. La neutralisation de ces individus quand on les a repérés. Mais je vous remercie de passer au premier plan, effectivement, la nécessité de protéger les vies humaines en mettant en numéro 1 de nos préoccupations, à côté des valeurs de la République, la nécessité de s'armer pour lutter contre ces nouvelles formes de terrorisme. Aujourd'hui, quelqu'un revient d'un théâtre d'opération extérieur. Concrètement, il peut être non seulement mis en garde à vue et entendu, mais il peut être ensuite déféré, il peut être condamné, il peut être emprisonné. La loi le fait un suivi. Il faut naturellement, pour toute condamnation, qu'il y ait des faits qui le justifient. Et le fait de partir en djihad n'est pas un fait de condamnation. Le fait d'être parti dans un pays étranger ne suffit pas à vous condamner. En revanche, si vous avez réuni, si la police, les services de renseignement ont réuni des éléments précis, alors là, oui, ce qui n'existait pas auparavant, vous pouvez être déféré devant la justice et être condamné. Romain Masneau, RCF. Je voulais revenir un instant sur les valeurs que vous évoquiez tout à l'heure, l'importance de défendre la vie, la liberté, la démocratie, la laïcité. Est-ce que de ce point de vue-là, on est à un point de bascule avec cet attentat contre Charlie Hebdo? Est-ce qu'il y aura un avant et un après 7 janvier 2015 dans la société française? Je pense que oui. Je pense que le traumatisme sera très profond et très durable. Je pense qu'un tel événement nous invite à la responsabilité, y compris dans la parole publique. Je pense que c'est pour nous l'occasion de réaffirmer des repères dont la société a besoin. C'est l'occasion de dire que nous ne sommes pas rentrés, nous Français, dans une guerre des civilisations, que nous n'attribuons pas à une religion ces phénomènes de terrorisme, que nous les identifions comme des phénomènes de dérive sectaire, comme il y en a d'ailleurs eu dans toutes les religions, et que c'est l'occasion pour nous aussi d'affirmer, parce que nous sommes un pays laïque, une république laïque, que pour nous la laïcité, c'est la coexistence de ceux qui sont différents et le respect de l'autre. Et c'est aussi l'idée noble que nous nous faisons de toutes ces grandes religions, le christianisme, l'islam, le judaïsme, qui sont pour nous des religions qui sont fondées sur un humanisme et qui respectent la vie humaine. Nicolas Sarkozy a dit que ce n'était pas une guerre entre civilisations, mais une guerre contre la civilisation. Vous êtes d'accord avec lui? C'est tout à fait exact. Il y a d'un côté des barbares, peu nombreux, mais violents, qui sont dans la transgression et le crime, et qui ne peuvent pas se dire être des fous de Dieu, ce sont des fous du diable. C'est la barbarie. Et la barbarie, on ne peut pas la laisser passer. Nous, comme toutes les grandes religions du livre, mais aussi comme ceux qui défendent les valeurs des Lumières dans notre pays, nous défendons l'humanisme. Et la première valeur de l'humanisme, c'est la vie humaine. Et la deuxième valeur de l'humanisme, c'est le respect de l'autre. Et le respect de l'autre, c'est le contraire de la haine. Rappelons tout ça. Notre République, elle est bien faite. Et les Français ne doivent pas perdre de vue ces valeurs. Ils ne doivent pas tout confondre. Moi, je déteste toutes les sectes. Oui. Et plus grave que la secte, il y a le crime au nom de valeurs qui sont en réalité des contre-valeurs. Alain Baron, Radio Notre-Dame. Oui, vous avez rappelé les valeurs de notre pays, mais justement, il n'y a pas un problème de transmission de ces valeurs? Est-ce que le système éducatif fait bien son travail, selon vous? La question de votre confrère nous amène naturellement à la vôtre.
il me demandait s'il y avait un avant et un après 7 janvier. Et je lui dis, je crois bien que oui, le traumatisme est profond et il faut remettre en avant nos repères. Et donc, bien sûr, que l'éducation, c'est une des dimensions, que la transmission à l'intérieur des familles, c'est une des dimensions. Je vais vous raconter une anecdote qui n'a rien à voir. Allez-y, parce Philippe. Les événements que nous vivons, rien n'est proportionné à ceci. Mais c'est une anecdote personnelle. En avril 2002, mes enfants, qui ne s'intéressaient pas à la politique, sont tous allés manifester contre l'extrémisme. Il y a des citoyens qui n'ont aucun esprit partisan, mais qui sont prêts à sortir de chez eux parce que les valeurs du vivre ensemble sont en cause. Et je trouve très important dans les réactions spontanées que nous avons vues hier soir, elles n'étaient pas organisées. Mais les gens ont eu besoin qu'il y ait un lieu dans leur ville, dans leur canton, pour pouvoir se regrouper et défendre ces valeurs. Il y avait peu de responsables de droite dans les toutes premières manifestations que nous avons vues. Nous avons surtout vu des responsables de gauche. Ça ne vous a pas frappé, Philippe Bas, non ? Non, ça ne m'a pas frappé. Je ne suis pas sûr que ce soit vrai dans les profondeurs du pays. Je pense à mon département où l'électorat est un électorat plutôt de la droite et du centre, où les gens sont sortis de la même façon de chez eux. Vous savez, ne cherchons pas à délivrer des diplômes de mieux-disants du respect des valeurs républicaines. On les a tous en partage. Très bien, nous allons marquer une première pause dans cette édition de Face aux chrétiens, édition un peu spéciale évidemment autour du drame de Charlie Hebdo. Je rappelle que notre invité est Philippe Bas, sénateur UMP de la Manche et président de la commission des lois du Sénat. Nous nous retrouvons dans quelques instants. Merci. Retour dans le studio de KTO pour cette édition de Face aux chrétiens, une édition un peu spéciale évidemment autour du drame de Charlie Hebdo. Notre invité aujourd'hui est Philippe Bas, sénateur UMP de la Manche, président de la commission des lois du Sénat, ancien secrétaire général de l'Élysée, ancien ministre de la Famille. Il est interrogé par Laurent de Boissieu pour La Croix, par Alain Baron pour Radio Notre-Dame et par Romain Mazenot pour RCF. C'est Alain Baron qui pose la première question. Oui, le drame que nous venons de vivre repose aussi la question de la montée des communautarismes quand même, puisqu'on sent bien qu'il y a des tensions entre les diverses communautés. Vous avez rappelé les valeurs de notre pays. Cette montée des communautarismes, ça vous inquiète ? Philippe Bas. Bien sûr que oui, la montée des communautarismes m'inquiète, mais je suis réticent à faire le moindre lien entre ce qui s'est passé hier et ces phénomènes. Hier, nous avons 2 individus complètement fous, barbares, criminels, qui commettent un acte qu'aucune appartenance, même revendiquée à une religion, ne peut expliquer ni justifier. Donc pour vous, ce n'est pas une question de communauté. Mais non. C'est une question de folie. Ce n'est pas une question de religion. Oui. Toutes nos grandes religions, à une époque de leur histoire, quand elles se diffusaient sur le terreau de la misère, de l'instabilité, ont eu leur dérive. Je suis désolé de devoir le rappeler. Et ça ne les a pas condamnés. Ça ne les a pas condamnés en elles-mêmes. Je suis malheureux à l'idée de tous ces, ils le disent eux-mêmes comme ça, tous ces bons musulmans qui nous écoutent et qui pourraient s'imaginer qu'il y a un problème du fait de leur religion. Il n'y a pas de problème. Vous trouvez qu'on les entend suffisamment, les musulmans, dans leur diversité ? Mais oui, j'ai entendu hier à la télé, le 7 janvier à la télévision s'exprimer noblement. Des hommes de foi. Parce que toutes ces communautés qui ont une pratique de modération sont imprégnées de l'idée, c'est leur foi, d'un Dieu miséricordieux, du respect de la vie humaine, des valeurs de tolérance. Alors, c'est pour ça que je prends la précaution de rappeler cela, parce que amener ce sujet à l'occasion de ce drame, c'est comme s'il y avait un lien entre les deux. En revanche, il peut y avoir un lien dans l'état d'esprit de certains de nos compatriotes qui ont peur. La peur est toujours mauvaise conseillère. Ils ont peur et ils peuvent être tentés eux-mêmes
par une forme d'amalgame, de croire qu'il y a je ne sais quelle guerre des civilisations qui est enclenchée, que de nouvelles croisades devraient être organisées. Il faut résister à ces tentations-là. Mais la réponse par l'intolérance ne fait que renforcer les risques. Il faut au contraire faire émerger de nouvelles occasions de dialogue. J'ai apprécié que le président de la République soit allé récemment inaugurer, avec tant d'années de retard, la cité de l'immigration qu'a présidé Jacques Toubon et qui avait été lancée à l'époque du président Jacques Chirac. Il faut multiplier les occasions de dire aux Français, attention, ne confondez pas. Certains peuvent être de bonne foi portés à confondre. Ne confondez pas les choses. Alors bien sûr, après, il y a le problème du communautarisme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a qu'une loi en France, c'est la loi de la République. Et que c'est cette loi qui garantit pour chacun l'expression de cette différence. Si vous voulez exprimer votre différence, commencez par respecter la loi commune. Et à ce moment-là, c'est un creuset dans lequel tout le monde peut se retrouver. Romain Masneau, RCF. Mais tout de même, le CFCM, le Conseil français du culte musulman, créé en 2003 par Nicolas Sarkozy, on sait que ça ne fonctionne pas, l'islam est très divisé. Est-ce qu'il n'y a pas un problème aussi au niveau de la formation des imams? Ça ne vous préoccupe pas? Philippe Bas. L'islam, c'est l'islam. Vous avez... Les islams ou l'islam? L'islam, ce sont les islams, excusez-moi de le dire, mais vous n'êtes pas face à une église. Et donc, l'islam n'est pas divisé, il est multiple. C'est pas qu'il se soit déchiré contre lui-même d'une certaine façon, c'est qu'il existe comme ça, à la racine. Et donc, on ne peut pas postuler que toutes les religions puissent se fédérer de la même façon. C'est un bel effort qui a été fait, à l'initiative d'ailleurs, là aussi, pardon de... J'ai l'air d'être... l'histoire. Mais qui a été fait à l'initiative de Jacques Chirac avec Nicolas Sarkozy, ministre de l'Intérieur à l'époque. C'est un bel effort qui a été fait et qu'il faut poursuivre, qu'il y ait un lieu de rencontre entre musulmans et que ce lieu de rencontre puisse être aussi le lieu du dialogue avec les pouvoirs publics. Il faut continuer à le faire et il ne faut pas interpréter le fait qu'il y ait une difficulté d'unification, parce que cette unification, elle n'est pas portée par l'islam ou les islams eux-mêmes. Elle est portée par les pouvoirs publics pour lesquels c'est plus commode d'avoir un interlocuteur unique et qui va dans ce sens. Laurent de Boissieu-Lacroix. Est-ce que, en acceptant au sein du CFCM, parce que c'était initié à l'origine de Jean-Pierre Chevènement, qui n'a jamais abouti, notamment parce qu'il voulait être plus ferme sur la possibilité d'adhésion à ces futurs conseils, notamment que les musulmans qui participeraient accepteraient l'apostasie, accepteraient l'égalité entre les hommes et les femmes, accepteraient la laïcité, etc. Est-ce qu'en acceptant finalement des personnes qui critiquent les lois de la République sur la laïcité, je parle bien sûr pas de l'ensemble des musulmans, mais notamment de l'UEF, la République n'a pas été assez ferme et finalement accepté de dialoguer avec des personnes qui sont contre la République? Philippe Bas. Vous n'êtes pas maître de ce que pensent les gens. Et si vous voulez le savoir, il faut les regrouper. Nous ne partageons pas les valeurs d'une fraction des membres de ces communautés religieuses, en particulier sur le respect de la place des femmes dans la société. C'est une évidence. Mais vous devez bien constater que certains ont une position différentes. Mais la clé de tout, c'est le respect par cela même des lois de la République. Ils peuvent avoir une opinion personnelle différente, ils doivent respecter les lois. Ça, c'est le plus fondamental. Alain Baron, Radio Notre-Dame. Alors précisément, certains imams ont eu des paroles courageuses, vous l'avez dit, après l'attentat, mais il y en a eu beaucoup qui n'ont rien dit. Et on peut se poser des questions. On parle de, je ne suis pas un spécialiste de l'islam, mais on parle dans certaines mosquées du sud de la France de prêches assez violents, assez anti-français. Que faut-il faire contre cela ? Mais à partir du moment où la ligne jaune est franchie, dans la liberté d'expression, il y a aussi des limites. Et par conséquent, à chaque fois que des prêches peuvent inciter à la haine raciale ou à la violence, ils tombent sous le coup de la loi. Et la loi doit s'appliquer, naturellement. Mais moi, je suis très vigilant. Je ne veux pas réduire
l'islam a des expressions qui me paraissent être des expressions dévoyées. Je ne vais pas me poser en spécialiste de l'islam. Enfin, je constate quand même que des centaines de millions de musulmans appellent à la paix et au dialogue entre les peuples et au respect de l'autre. Laurent de Boissieu-Lacroix. Vous parlez des prêches. Est-ce que les prêches, je parle bien des prêches et non pas des prières, est-ce que les prêches devraient être en français dans les mosquées en France? Philippe Bas. Ça rejoint la question qui était posée tout à l'heure de la formation, à laquelle je n'ai pas répondu. Il est très préoccupant de voir qu'un certain nombre d'imams auto-proclamés, qui n'ont strictement aucune qualification, y compris dans leur propre religion, sont en plus des personnes qui ne parlent pas le français et qui ont un revenu d'origine étrangère. Bon. Tout ceci doit faire l'objet, de mon point de vue, d'une vigilance accrue. Au fond, il ne faut pas que les ennemis de la République invoquent les principes de la République pour des actions de subversion. Délicate question, Philippe Bas. Délicate question. Quand on a pris pour la première fois la décision, après le rapport Stasi, d'interdire le port de signes religieux ostensibles à l'école. Ça a été tout un débat entre Français. Et puis il y a eu la burqa, qui est allée beaucoup plus loin, parce que ça c'était le port de certains accoutrements, non pas à l'école ou ailleurs, mais dans la rue. Bon. Mais à l'origine, le débat fondamental, il avait eu lieu sur cette interdiction du port du voile, notamment par des jeunes filles musulmanes à l'école de la République. On a dit la loi républicaine passe au-dessus de toutes les autres règles. Et si vous avez une loi religieuse et que vous voulez défendre votre religion, votre premier intérêt, c'est quand même que le respect de votre engagement religieux soit assuré par le respect de la loi de la République. Il faut passer par là, c'est ça? Vous présidez la commission des lois du Sénat. Vous avez parlé de vigilance accrue, notamment sur les imams et leurs sources de ressources et leurs prêches. Concrètement, qu'est-ce que ça peut vouloir dire sur le plan législatif? Est-ce qu'il faut légiférer là-dessus, Philippe Bas? On se plaint tout le temps qu'à chaque fois qu'un événement survient, on dégaine la loi. De grâce, je vous en supplie, commençons par voir s'il nous manque quelque chose. Et ne répondons pas d'entrée de jeu, oui, je vais faire une loi et tout va être réglé. Moi, je suis président de la commission des lois, j'aime les lois. Mais je voudrais, justement parce que je les aime, qu'on n'en fasse pas de trop et que ce ne soient pas des lois de circonstances, des lois d'émotion. Bien sûr que oui, aujourd'hui, pour certains imams, comme pour naturellement tout Français qui inciterait à la haine raciale ou à la violence, au crime, au terrorisme, nous avons toutes les dispositions nécessaires pour les poursuivre. Donc il faut utiliser la loi. Romain Masneau, RCF. Des lieux de culte musulmans ont été pris pour cible. Est-ce que vous craignez que d'autres incidents de ce genre se produisent dans les prochains jours, les prochains mois, ou même des rassemblements anti-musulmans comme on voit en Allemagne un peu partout? Est-ce que ça fait partie de vos craintes aujourd'hui? Il y a un risque d'islamophobie, Philippe Bas, en France aujourd'hui. Je prends ce risque au sérieux. Il m'inquiète beaucoup. Parce que tout en étant très hostile à ces théories fumeuses et stupides du grand remplacement, je vois bien que la communauté nationale comporte des millions de musulmans. Et ces musulmans ne sont pas des étrangers pour la plupart, ce sont des Français, des fils de Français, des petits-fils de Français. Et je ne voudrais pas qu'au fond, on soit dans une sorte de recherche du bouc émissaire. Dans toute l'histoire, quand on s'est mis à chercher la solution des problèmes que nous rencontrons, et Dieu sait que nous rencontrons des problèmes en France aujourd'hui, dans la désignation de bouc émissaire, alors là on se fait du mal. Et on met le fer à l'intérieur même de la nation. C'est pas étranger à la nation. On casse la nation. L'islam, c'est pas l'histoire de notre nation, mais c'est aujourd'hui une composante de la société française. Et les Français sont mieux armés que d'autres pays européens pour répondre à ces problématiques parce que ce sont les inventeurs de la laïcité.
Vous Et au insistez fond, là-dessus, hein. cette laïcité qui a été forgée pour réguler les relations entre l'Église catholique et l'État, il y a maintenant plus d'un siècle, est un merveilleux outil pour réussir à faire vivre ensemble des gens qui ont des convictions chevillées au corps, convictions qui ne sont pas forcément compatibles entre elles, mais dont l'antagonisme doit s'arrêter en fonction des exigences républicaines du vivre ensemble. Alors faisons de nos différences une force. C'est ce que nous avons réussi à faire en forgeant ce principe de laïcité. Il est toujours d'actualité, il est fort, c'est un principe qui n'exclut personne. Une dernière question de Alain Baron, Radio Notre-Dame. Oui, on a bien noté aussi que cet odieux attentat était intervenu le jour même de la publication du livre de M. Houellebecq. Peut-être l'avez-vous déjà lu en avant-première, ou vous avez envie de le lire, ce livre? Je n'ai aucune envie de le lire. Je pourrais le faire à titre documentaire. Mais vous savez, dans la création artistique, il ne faut pas avoir peur. Finalement, est-ce qu'un tel livre ne va pas, par son existence même et par sa puissance, puisqu'on me dit qu'il a une certaine puissance du point de vue artistique, de la création en tout cas, susciter une réaction de rejet parce qu'il est fort justement, tellement grande qu'il pourra finalement, à rebours de ce à quoi on pourrait s'attendre, être bénéfique. Nous allons marquer une deuxième pause dans cette édition de Face aux Chrétiens, édition un peu spéciale autour du drame de Charlie Hebdo, avec KTO, Radio Notre-Dame, RCF. Notre invité aujourd'hui est donc Philippe Bas, sénateur UMP de la Manche et président de la commission des lois du Sénat. À tout de suite. Retour dans le studio de KTO pour cette édition de Face aux Chrétiens. Notre invité Philippe Bas, sénateur UMP de la Manche et président de la commission des lois du Sénat. Nous avons consacré une grande partie de cette édition au drame de Charlie Hebdo. Nous allons maintenant aborder d'autres questions, plus largement des questions qui font l'actualité politique sur le fond de la vie en France. Nos interrogateurs aujourd'hui, Laurent de Boissieu pour La Croix, Alain Baron pour Radio Notre-Dame et Romain Mazenot pour RCF. C'est Romain Mazenot qui pose la première question. Alors sur un tout autre sujet qui peut paraître bien anecdotique par rapport à ce dont nous parlions auparavant, la loi Macron contient de nombreuses mesures qui figuraient dans le rapport Attali, ou qui étaient en tout cas dans l'esprit du rapport Attali de 2008, commandé par Nicolas Sarkozy. Est-ce que du coup vous vous dites, bah oui, comme Hervé Mariton, comme Frédéric Lefebvre et d'autres, je pourrais voter pour ce texte? Philippe Bas, on sent que l'UMP est divisé là-dessus. Globalement, l'UMP est hostile à ce texte. Il y a un certain nombre de personnalités de l'UMP, mais c'est la culture de notre famille politique exprime un point de vue différent qui est fondé précisément sur ce que vous avez dit, c'est-à-dire que c'est une loi libérale, fondée sur la dérégulation d'un certain nombre de professions et du travail du dimanche. Alors effectivement, la ligne de partage se fond entre ceux qui sont favorables au maintien de certaines régulations et ceux pour qui, dans le souci de baisser les prix et donc de favoriser la consommation, lever les obstacles est une bonne chose. Alors vous en dites quoi, Philippe Bas? Je suis un élu particulièrement au contact des réalités de la France profonde. Dans la Manche. Dans la Manche, je connais les difficultés d'activité des avocats, des notaires, des huissiers. Les pharmaciens ne sont plus dans cette loi, ils l'étaient aussi. Et je suis assez attentif à ce que, au fond, les notaires et les avocats de la Manche ne soient pas remplacés dans leur activité par des grands cabinets parisiens. Et je ne crois pas que ça sera favorable à la baisse des prix parce que le prix de l'heure de l'avocat de Coutances n'est pas le même que le prix de l'heure de l'avocat d'un grand cabinet parisien. Et donc je me méfie. Je vais regarder, sous bénéfice d'inventaire, avec mes collègues de la Commission des lois, chacune de ces dispositions, mais je ne suis pas parti d'un point de vue
idéologique. La question de savoir si c'est libéral ou pas n'est pas la première que je me pose. Sous bénéfice d'inventaire. Laurent de Boissieu-Lacroix. Si je suis bien la première partie tout de même de votre réponse, vous êtes en train de nous dire que ce sont les plus libéraux de l'UMP qui vont voter pour et les plus régulateurs qui vont voter contre cette loi proposée par la gauche. Est-ce qu'il n'y a pas un peu un paradoxe? Voilà. Vous avez Philippe tout compris. Vous voulez que je commande davantage? Nous sommes en plein paradoxe. Hervé Mariton, que vous avez soutenu pour la primaire, s'interroge. Je ne veux pas administrer à la gauche le baiser qui tue. Mais de fait, vous avez cité l'exemple d'Hervé Mariton, qui est un ami que j'apprécie beaucoup, mais c'est un libéral pur et dur. Quant à Lefebvre, élu des Français d'Amérique, sa base n'est pas spécialement social-démocrate. Justement, quand vous entendez Emmanuel Macron appeler les jeunes Français à devenir milliardaires, à avoir envie de devenir milliardaires, quand vous voyez la taxe à 75% qui est supprimée dans l'indifférence quasi générale pendant la période des fêtes, est-ce que vous vous dites finalement le socialisme est mort et il va falloir trouver d'autres arguments que les arguments économiques pour combattre la gauche aujourd'hui? Philippe Bas. Non. Le socialisme... Quand un ministre, quel qu'il soit, et de quelque gouvernement qu'il soit, appelle les jeunes Français à devenir milliardaires, je me dis, mais connaît-il les jeunes Français 160 000 jeunes qui sortent sans aucune qualification du système scolaire par an, 25% de chômage des jeunes, et vous croyez que ces jeunes-là, quand ils entendent ça, ils se disent, bah oui, ça y est, il y a un ministre qui a trouvé la solution, je vais devenir milliardaire. Il n'a pas envie de devenir milliardaire, il a envie déjà d'avoir le SMIC. Pardon de le dire, mais c'est scandaleux. On ne peut pas parler comme ça. Quand on veut dire qu'il faut dans notre pays faciliter l'esprit d'initiative, l'esprit d'entreprise, l'innovation, les grandes qualifications, parce que c'est ça la valeur ajoutée de demain, et qu'il faut amener nos jeunes dans cette direction-là, renforcer le niveau de qualification de nos jeunes, très bien. Mais nos jeunes, aujourd'hui, ils ont besoin qu'on leur dise « je vais t'aider » à trouver un métier pour gagner ta croûte, fonder un foyer, acheter ta maison. C'est ça qu'il a envie d'entendre. Alain Baron, Radio Notre-Dame. Oui, vous qui êtes un élu local, il y a une autre réforme qui a beaucoup fait parler d'elle, c'est la réforme régionale et aussi la réforme du scrutin départemental. Est-ce que vous pensez que ces deux réformes ont apporté plus de démocratie? Est-ce que c'était nécessaire et bienvenu? Philippe Bas. Moi, je ne suis pas contre tout en général. Il y a des mérites au renouvellement et à la féminisation. Et dans mon département, je vais m'appuyer sur cette loi pour dire, ben oui, on va amener à la vie publique des gens nouveaux. Et ça, c'est bien. Les gens l'attendent. Alors, maintenant que j'ai dit ça, je suis contre cette loi, mais la loi est la loi, je l'applique, parce que c'est d'une rigidité. Vous vous rendez compte, il faut des grands cantons qui ne ressemblent plus à rien. Nos cantons, pour la plupart d'entre eux, datés de 1801. Il ne faut pas croire que c'était des circonscriptions pour les gens. Il y avait le chef-lieu de canton. Est-ce qu'il n'était pas temps de changer? Il y avait une communauté cantonale. Mais non, si vous faites sauter toutes les références, tous les points de repère des Français, eh bien, ils sont démunis. Vous avez besoin d'avoir des institutions stables. Bon. Alors, et cette histoire de faire en sorte que... Alors, vous savez, un homme, une femme dans un canton complètement nouveau, découpé généralement n'importe comment, et puis l'homme doit avoir un suppléant homme, au cas où il démissionnerait ou décéderait, pour que la parité arithmétiquement soit strictement respectée. Et puis, maintenant, vous devez avoir le même nombre de vice-présidents hommes que femmes. Toutes les femmes sont nouvelles. Presque. Non, j'exagère. Heureusement qu'il y avait déjà des femmes. Mais beaucoup de femmes nouvelles. Et tout de suite, il va falloir les nommer vice-présidentes alors qu'elles seront sans expérience pour certaines d'entre elles. Donc, je crois qu'on est allé au plus loin qu'on pouvait aller dans cette exigence dogmatique, arithmétique de parité, et qu'il faut trouver le moyen du renouvellement et de la féminisation d'une manière qui soit un petit peu moins rigide que ce qu'on est en train de faire. Laurent de Boissieu-Lacroix. Les mariages, eux, en revanche, sont plus paritaires hommes-femmes, forcément. Vous avez été ministre de la Famille. Le nouveau chef de votre parti, l'UMP, s'est prononcé, Nicolas Sarkozy, de façon assez floue sur ce qu'il voudrait faire du mariage pour tous si la droite revenait au pouvoir en 2017. Vous, personnellement, M. Philippe Bas, qu'est-ce que vous souhaiteriez que la droite fasse si elle revenait au pouvoir en 2017 sur le mariage pour tous? Philippe Bas. Je souhaite qu'elle fixe son attention
tout particulièrement sur la question des enfants. Pour moi, c'est ça qui est vital. Je ne nie pas la capacité d'un couple formé de 2 personnes de même sexe d'apporter de l'amour, de l'éducation et de faire grandir un enfant. Je ne le nie pas. Et ça, ce n'est pas une question qui est liée au mariage pour tous ou pas. C'est une question d'expérience humaine dans notre société. En revanche, je trouve que quand on est arrivé à une situation où des vies humaines vont être créées sans père, et peut-être demain, avec la gestation pour autrui, sans mère, là, on franchit la ligne rouge de ce qui me paraît être infranchissable. Parce que, quand c'est la loi qui l'autorise, elle porte la responsabilité, la co-responsabilité de ces naissances. Or, je considère, peut-être à tort, mais c'est la manière dont je vois la famille et la société, que autant les expériences sont nombreuses d'enfants qui sont élevés, heureusement, parce qu'ils existent, par des personnes de même sexe, autant faire naître un enfant sans père ou faire naître un enfant sans mère, c'est lui créer le droit de dire qu'on l'a créé avec un manque profond qui a été une donnée de la décision de le faire naître. Si j'entends bien, vous êtes contre la GPA ou la PMA, mais vous ne serez pas forcément contre, vous n'êtes pas forcément contre, ce qui est la loi actuelle, l'adoption, alors il y a l'adoption simple ou plénière, par les couples homosexuels. Il y a une très grande différence, c'est que l'enfant est là, dans un orphelinat ou une famille d'accueil, sans parents, et on va lui donner un couple qui va l'accueillir. Mais aujourd'hui, si ce couple est marié, il a déjà ce droit. Ce n'est pas une question de législation à venir. Je ne remettrai pas en cause. Voilà, ça, vous le conservez. Oui. Je crois que les choses sont d'aplomb et bien posées dans ce cas-là. En revanche, le système actuel permet, au fond, déjà à un couple de femmes mariées de faire naître à l'étranger un enfant et que l'épouse de la mère de cet enfant devienne juridiquement le parent de cet enfant. Et je l'ai dit pendant le débat, on disait non, on ne s'occupe pas de l'assistance médicale à la procréation. Mais si, en ne faisant rien, on s'en occupait déjà. Ouais. Puisque cet enfant va être conçu par assistance médicale à la procréation à l'étranger. Vous habitez Montpellier, vous allez à Barcelone, vous habitez Lille, vous allez à Bruxelles, ça se fait partout. Ce n'est pas un grand problème quand on veut faire naître un enfant, donc là, que c'est un enjeu vital pour cette femme et ce couple que d'aller le concevoir à l'étranger, le faire naître dans une maternité française, et immédiatement, l'épouse de la mère devient mère de l'enfant, au même titre que la première. En cas de divorce, d'ailleurs, la garde de l'enfant peut être donnée indifféremment à l'une ou l'autre. Et là, je dis qu'on franchit déjà une ligne jaune et qu'il faut revenir sur cette disposition. Il faut donner naturellement un statut, une capacité d'exercer une autorité, des droits, un lien fort à l'épouse de la mère, mais il ne me paraît pas souhaitable de maintenir un dispositif dans lequel on dira à l'enfant qu'il a 2 mères et que c'est l'équivalent d'un père et d'une mère. Pas de présomption de paternité, de maternité, de parentalité dans un couple homosexuel. Ça n'en existe pas actuellement. Oui, mais concrètement, parce que ça revient à ça. Il n'y a qu'une mère de l'enfant et jamais 2 mères. L'épouse de la mère va être en quelque sorte pour l'enfant un deuxième parent de fait, mais il ne peut pas juridiquement être mis à égalité parce que c'est signifié à l'enfant. C'est une adoption. C'est signifié à l'enfant. Tout à l'heure, vous avez dit que vous étiez pour l'adoption des couples homosexuels. C'est un cas d'adoption. Ah non, finalement, la mère non biologique adopte l'enfant de sa compagne qui est la mère biologique. J'entends bien ce que vous dites, mais ça n'est pas exactement la même chose. Philosophiquement, mais juridiquement. Comment vous faites pour différencier ce qui, aujourd'hui, cloche dans ce système qui a été adopté, c'est l'idée que l'on puisse faire naître un enfant sans père et que le fait d'avoir 2 mères est l'équivalent d'avoir un père et une mère. C'est contraire
au sentiment profond de tout individu et même de tout enfant. Ça ne veut pas dire que cet enfant sera malheureux, je ne dis pas ça, je ne dis jamais ça. Je respecte ces familles. Mais je crois que les principes qui ont été adoptés sont sur ce point mauvais et qu'il faudra revenir dessus. Concrètement, juridiquement, je reste un peu sur ma faim, comme Nicolas Sarkozy, de ce que vous Donc vous êtes changeriez. contre l'abrogation, néanmoins vous souhaitez revenir sur certaines dispositions. Je pense qu'il faut Pour intervenir sur remettre ce à plan-là. plat un certain Oui. nombre des implications de ce texte Voilà. et les corriger. D'accord. Romain Masneau, RCF. Un autre sujet de société ô combien délicat, le sort de Vincent Lambert est maintenant entre les mains de la Cour européenne des droits de l'homme. Est-ce qu'une loi sur la fin de vie, quelle qu'elle soit, peut régler toutes les situations dans leur singularité, dans leur complexité ? Philippe Bas. Non, sûrement pas. C'est impossible. Dans le cas de Vincent de Lambert, d'ailleurs, ce n'est pas un problème de fin de vie, si j'ose dire, car il est durablement vivant. C'est un problème d'arrêt de traitement de quelqu'un qui n'est pas dans une phase d'agonie. Et on voit combien ces situations sont différentes. Vous vous souvenez peut-être du cas de Vincent Imbert, qui a défrayé la chronique il y a quelques années. Ce n'était pas non plus un cas d'agonie. Et c'était un jeune homme qui avait une conscience et une faible capacité de communication et d'échange. Et donc on n'était pas non plus dans le cas de Vincent Lambert. Vouloir légiférer pour répondre à chacune des situations particulières qui peuvent se présenter est d'un grand danger. Car une fois que vous créez une procédure, alors vous créez une incitation à utiliser cette procédure. Donc le président de la commission des lois est prudent. Le président de la commission des lois que je suis sera extrêmement prudent. Du reste, je dois dire que ce qui est sur la table ne concerne pas ces situations. Ce qui est sur la table concerne les situations d'agonie, ce qui est totalement différent. Et ce qui est sur la table mérite le débat. Nous avons notre loi Leonetti, il ne s'agit pas de la remettre en cause. Jean Leonetti lui-même s'est engagé en faveur de compléments de cette loi. Il faut voir si ces compléments sont réellement pertinents. Je n'en suis pas certain Mais pour il ma ne part. s'agit pas de suicide assisté. Non. C'est tout à fait Il autre chose. s'agit de dire que, premièrement, vous qui, je l'espère, être bien portant, vous pouvez décider aujourd'hui, au cas où vous seriez dans une situation d'agonie, incapable d'exprimer votre volonté, vous pouvez l'exprimer dès maintenant. Ce point-là est très délicat, parce que vous savez, en n'étant pas dans ce contexte-là, ce qu'intellectuellement vous êtes prêt à assumer, Et puis le jour venu. mais le jour où vous serez, je ne vous le souhaite pas, très malade, vous direz peut-être que malgré votre souffrance, votre fille qui est là vous apporte un peu de bonheur, cette chaleur dont vous êtes entouré, cet espoir. Jusqu'au dernier moment. Cet espoir que vous avez encore contre toute évidence, mais que vous conservez au fond du cœur, fait que vous ne voulez pas qu'on passe à l'acte. Et que même si vous ne parlez pas, cette caresse qu'on vous fait, elle a de l'importance pour vous. Et du coup, même les directives anticipées, moi, elles me font peur. Voilà. Et puis vous avez maintenant un autre aspect qui est celui, en dehors de cette question des directives anticipées, de cet endormissement, cette sédation, on dit ça comme ça, profonde. Je croyais, moi, que le problème était réglé par la loi Leonetti. Je suis prêt à examiner. Je crois qu'on a le droit de supprimer la douleur, même si ça accélère de quelques heures ou d'une journée une fin de vie. Très bien, si j'ose dire, Philippe Bas, ce seront là vos derniers mots. Merci à vous d'avoir été notre invité dans ces circonstances particulières. Je rappelle que vous êtes sénateur UMP de la Manche et que vous présidez au Sénat la commission des lois. Encore merci à vous. Notre invité la semaine prochaine sera un député socialiste proche de Manuel Valls, Carlos da Silva, député de l'Essonne. En attendant, vous pouvez évidemment retrouver notre émission, notre Face aux chrétiens, sur les sites respectifs de nos partenaires, les sites de KTO, La Croix, Radio Notre-Dame et RCF. En tout cas, merci de votre fidélité. À la semaine prochaine.